Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour échanger sur les opportunités que les agri-énergies peuvent représenter pour le secteur agricole. Je suis Camille Thomas, je suis responsable du pôle agri-énergie chez AgroSolutions, cabinet de conseil en agro-environnement de l'Union des coopératives agricoles InVivo. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Monsieur André Sergent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne et membre du bureau de la Chambre d'agriculture de France. Vous êtes également éleveur de porcs et bovins en Bretagne, dans le Finistère. Et vous êtes méthaniseur depuis 8 ans. Merci d'être avec nous. Monsieur Ono Jean-Marc, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes premier vice-président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. C'est une association qui a été créée en 2010. Et vous êtes vous-même éleveur méthaniseur depuis 2010, en Bretagne également. Ça. Merci d'être avec nous. Monsieur Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CIRAD. Vous êtes chercheur sur les bioénergies dans le cadre des politiques climatiques. Monsieur Lechéné, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des données et du suivi agronomique de démonstrateurs agrivoltaïques pour l'Alliance BFC, qui est une union de 3 coopératives. Exactement. Très bien. Donc merci à tous d'être là. Nous allons recevoir également d'ici peu monsieur le député Dominique Potier, qui est donc député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle et qui est également agriculteur. Donc il nous rejoindra d'ici quelques minutes. Alors tout d'abord, un petit point de sémantique par rapport à l'intitulé de cette conférence qui portera donc sur les agri-énergies. Donc finalement, ce qu'on entend par agri-énergie, on sait que les énergies renouvelables sont intimement liées au territoire, et notamment au territoire rural, qu'on parle d'éoliennes, de méthanisation ou encore de biocarburants. On entend généralement par agri-énergie l'ensemble des énergies renouvelables qui se conjuguent et non pas qui s'opposent, pour reprendre les termes de Christiane Lambert, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, donc présidente de la FNSEA. Aujourd'hui donc, avec nos intervenants, nous parlerons essentiellement de production de biogaz et de production d'énergie photovoltaïque. Donc pour le lien à l'actualité, et on aura l'occasion d'y revenir aussi avec monsieur le député, début février a été votée la loi accélération des énergies renouvelables, voilà, comme son nom l'indique, qui vise le développement de ce type d'énergie. Depuis 20 ans, des objectifs assez ambitieux ont encadré le développement des ENR en France. On a eu notamment la loi transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui avait fixé un objectif de 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Aujourd'hui, c'est un objectif qui n'a pas été atteint puisqu'on est autour de 20%. Et donc voilà, la France acquiert un certain retard sur ce sujet. Pour autant, c'est une nécessité, le développement de ces énergies, puisqu'il faut faire face à l'épuisement des ressources fossiles, à la réduction nécessaire et urgente des émissions de gaz à effet de serre et à l'augmentation de la demande mondiale en énergie. De plus, avec la guerre en Ukraine, ce sujet prend une dimension géopolitique qui rend vraiment compte de la priorité absolue de notre souveraineté énergétique, et on aura l'occasion d'y revenir. Les ENR ont donc besoin de l'agriculture pour se développer. Et par ailleurs, les ENR, les énergies renouvelables, offrent aux agriculteurs qui s'y lancent des débouchés et des revenus stables, des compléments de revenus, ce qui est plutôt un avantage quand on sait que le revenu agricole, finalement, est très fluctuant d'une année à une autre. Un revenu qui peut être impacté par les rendements eux-mêmes impactés par les conditions climatiques et qui seront de plus en plus impactés par le changement climatique, le cours des matières premières, etc. On peut également parler de protection climatique, notamment quand on évoque des énergies comme l'agrivoltaïsme, qui a cette vraie vocation de synergie. Pour autant, se pose régulièrement, et à juste titre, la question de la compatibilité entre la souveraineté énergétique et alimentaire, et notamment concernant la production de biogaz, qui est produit en partie avec de la biomasse agricole, enfin avec de la biomasse mais en partie agricole, ce qui me permet d'ouvrir cette table ronde, donc en vous posant 2 questions, Monsieur Brunel, vous qui êtes, je le rappelle, chercheur sur les bioénergies au CIRAD.
Donc quand on dit que le biogaz, en effet, est l'une des sources d'énergie avec le plus gros potentiel de développement, hein, puisqu'on entend une multiplication de l'ordre de 35 à 55 de l'injection de biométhane d'ici 2028, si on reprend la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc mes questions sont les suivantes. Finalement, selon vous, quels sont les enjeux autour de cette production ? Quels sont les enjeux par rapport à la disponibilité de la biomasse nécessaire pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2028 ? Et quid de l'affectation de l'usage des sols ? Alors, l'enjeu principal de la production de bioénergie est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est d'abord l'intérêt principal de la bioénergie, de la méthanisation en particulier, c'est un intérêt environnemental. Il peut y avoir aussi un intérêt en termes de pour pallier la raréfaction des énergies fossiles, mais le rendement par hectare de la bioénergie par rapport à d'autres sources de renouvelables, donc solaire en particulier, aussi éolien, n'est pas favorable là-dessus. Donc il vaut mieux, dans ces cas-là, être sur d'autres énergies si on veut juste faire pallier la raréfaction des ressources fossiles. Donc là, c'est important de bien souligner que la bioénergie, son intérêt principal, c'est un intérêt environnemental pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour arriver à cette réduction de gaz à effet de serre, le point clé, c'est les usages des terres. On comprend bien que si on coupe une forêt pour faire des cultures dédiées pour la bioénergie, ça ne va pas avoir un bon bilan environnemental, ça ne va pas marcher. Alors de manière plus subtile, il faut aussi penser au stockage potentiel des terres. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que par exemple, si on veut faire des cultures dédiées sur, par exemple, une pâture qui, si on la laissait intacte, régénérerait naturellement vers une forêt, on perd l'opportunité, avec ces cultures dédiées, en produisant ces cultures dédiées, on perd l'opportunité d'avoir cette forêt. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité carbone de la bioénergie, et ça c'est aussi important à prendre en compte. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce coût d'opportunité carbone de la bioénergie, qui est un truc un peu plus subtil quand même, ça peut arriver soit de manière directe, soit de manière indirecte quand on fait des cultures alimentaires. Okay, très bien. Donc on a parlé de biomasse. Est-ce qu'on peut imaginer demain, si on a une vision de la méthanisation à plus ou moins grande échelle, que cette biomasse finalement elle devienne une commodité? C'est pas quelque chose dont on a l'habitude en France. On a des systèmes plus ou moins grands, mais globalement toujours établis sur un modèle avec de la biomasse agricole, éventuellement des déchets industriels, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer que voilà, si ça se développe à grande échelle, à une échelle internationale, finalement cette biomasse devienne une commodité? Non seulement on peut l'imaginer, mais c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que la bioénergie, la production de bioénergie à l'échelle mondiale a fortement augmenté depuis 10 ans, d'environ 60%. Donc c'est des augmentations très substantielles. Alors, pour autant, est-ce que ça signifie souveraineté énergétique ? Là, c'est pas évident, parce qu'on voit que, par exemple, les centrales bioélectriques de Drax, qui est la principale centrale bioélectrique en Europe, nécessitent des importations de biomasse de l'étranger, parce que la production de bois en Angleterre ne suffit pas. C'est la même chose dans les pays du Nord. Donc il y a eu une intensification du commerce de biomasse sur les dernières années, particulièrement au cours des années 2010, avec vraiment une très forte augmentation du commerce de biomasse, qui a été facilitée par des nouvelles formes de biomasse. Donc il y a les biocarburants qu'on connaît bien, donc là c'est des formes liquides qui se transportent bien, mais également les pellets de bois qui permettent un transport facile de la biomasse. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que commerce international, importation, ne signifie pas nécessairement dépendance énergétique. L'intérêt de la biomasse, et là c'est vrai que c'est l'un des intérêts majeurs de la biomasse, et qu'à peu près tous les pays dans le monde peuvent produire de la biomasse, soit le font, soit peuvent le faire. Et donc, ça permet de varier les approvisionnements de biomasse et de ne pas être dépendant d'un pays en particulier, comme on peut l'être pour d'autres types d'énergie. Ok, très bien. Oui, en effet, pour du gaz ou du pétrole, on est beaucoup plus dépendant de certains pays, en effet. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est aussi de se dire que finalement, on a tendance à faire quand même des raccourcis entre production d'énergie renouvelable et souveraineté énergétique. Quand même, on entend par énergie renouvelable développement d'énergie dans les territoires. C'est une production d'énergie décentralisée, mais il ne faut pas oublier que demain, il peut y avoir ce type d'enjeu sur la biomasse.
Très bien. Et pour revenir en France, par rapport aux objectifs qu'on a cités, est-ce que vos travaux permettent de dire si l'agriculture française aura la capacité justement d'atteindre ces objectifs, si on parle d'un point de vue biomasse, production de biomasse? Alors, mes travaux, en fait, ne permettent pas de le dire, mais ceux d'un collègue permettent de le dire, donc Nicolas Mallet, pour le citer. Donc, il a travaillé dans sa thèse sur ce sujet-là, et donc il a montré que le potentiel de production de méthanisation, en particulier, puisque était d'environ 60 TWh par an, donc au niveau de la France. Donc, et qu'on pouvait même l'augmenter à 100 TWh par an en généralisant l'utilisation des cultures intermédiaires. Donc 100 TWh par an, on est à peu près à 20% de l'approvisionnement électrique français, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez substantiel. Alors, plus intéressant encore, ce que montre cette thèse, c'est que l'utilisation, il vaut mieux utiliser des résidus pour la méthanisation que pour le retour au sol. Le bilan environnemental sera meilleur. Alors, donc, la méthanisation, ça veut dire aussi les cives. Donc, il faut faire quand même attention avec les cives parce que ça nécessite de l'eau et des engrais. Donc, il faut plutôt envisager, sélectionner des cives qui vont réduire les besoins en eau et en engrais. Ok, très bien. En effet, la durabilité des cives, c'est aussi un sujet d'actualité qu'on a l'occasion d'ailleurs de travailler chez AgroSolutions également. Merci pour ces éclairages. Donc je me tourne maintenant du côté de la Bretagne. Monsieur Ono, donc vous êtes éleveur de porc, on l'a dit. Vous êtes vraiment un pionnier des énergies. Vous êtes lancé dans la valorisation des déchets au début des années 2000, avec notamment l'installation d'un site de compostage. Et puis vous vous êtes lancé ensuite en 2010 sur la méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce qui a motivé votre décision à l'époque et concrètement aujourd'hui, quels sont les bénéfices que vous tirez? Alors, mes débuts, on va dire, dans l'économie circulaire, c'était le compostage. On était dans une situation, comme vous le savez, la Bretagne avait un excédent, notamment des fions animaux. Et donc, on s'est regroupés autour d'une table et à 12 collègues, on s'est décidé à monter un site de compostage où on traitait aussi du lisier de porc. De cette manière, on a de deux problèmes. On en a fait un produit. Et ça m'a permis, moi, de mieux connaître un petit peu tout le monde, notamment du déchet, mais aussi le monde un petit peu de la résilience qu'on pouvait avoir autour des exploitations. Et donc, dès 2007, j'ai déposé un dossier de méthanisation. Donc, je fais partie de ce qu'on appelle les pionniers. Je dois être un des 5-6 premiers sites avec un ami de Meurthe-et-Moselle, monsieur Claude Pierre, qui a démarré en même temps que moi à peu près. Donc on a démarré dans les années 2010. À ce moment-là, on avait une vision de la méthanisation quasiment comme un site Céveso. Donc il a fallu expliquer, convaincre, bien expliquer aussi, faire participer aussi son environnement. Et donc moi, à titre personnel, j'ai démarré en 2010 avec un petit site de 120 kW et que j'ai fait évoluer jusque 450 kW électriques par heure. Pour bien vous représenter, c'est plus que la consommation de ma commune qui fait 600 habitants, mais l'équivalent de 1300, 1400 personnes, parce qu'il y a les élevages qui consomment à côté. Et donc, qui permet aussi, par d'autres d'autres bonifications à côté, notamment par rapport à la valorisation de la chaleur, qui m'a permis de créer quasiment une vingtaine d'emplois. On a donc sécurisé l'exploitation en diminuant les charges. La première charge, c'était tout ce qui était aspect confort des animaux au niveau de mon élevage de porc, donc chauffage en totalité issu donc, de la méthanisation. En même temps, donc, on a développé une activité de champignons bio. Nous, aujourd'hui, on a 17 salariés. Donc, qui couvre quasiment la Bretagne. L'anecdote aussi, c'est un éleveur de porc qui provoque l'installation d'une champignonnière bio. Voilà. Et donc, un partenariat, une ouverture. La méthanisation, c'est ça. C'est une ouverture, c'est aussi de s'ouvrir au monde qui est autour. Et puis, bien sûr, on a le Digesta qui nous a permis de supprimer en totalité. Alors, j'étais encore en contrôle lundi avec l'administration. Donc, je n'ai pas une seule facture d'engrais depuis 5 ans, et ainsi qu'une partie des personnes qui me prêtent des terres pour la fertilisation. On arrive aujourd'hui à peu près à avoir supprimé entre 40 et 50 tonnes
d'ammonitrate qu'on utilisait auparavant. Et l'autre intérêt, c'est surtout dans le digestat, lorsqu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'il faut aussi se poser, il faut apprendre à travailler le digestat, mais le digestat a un gros atout, c'est qu'on peut le maîtriser, il est efficace à hauteur de 70-80%, aussitôt quand on en a besoin, quand la plante en a besoin. Il faut fractionner, c'est aussi toute une réflexion qu'il faut mener dans la globalité de sa gestion des parcelles et des terres. Et donc, on a toute cette gestion à apprendre et donc à se former. Et nous, au niveau de l'association des méthaniseurs, on va dire que les 4 premières années ont été surtout un cercle d'échange pour mieux maîtriser, mieux produire, mieux sécuriser nos exploitations avec des formations sécurité, des formations sur tout ce qui est aspect digestat, biologie et ainsi de suite, pour être des professionnels. Et j'ai souvent un slogan, un bon éleveur est un bon méthaniseur. Très bien, merci. Donc, en effet, on comprend l'importance du digestat en remplacement total sur votre exploitation de l'azote de synthèse. Je me permets de reformuler peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu plus novices sur le sujet. Azote de synthèse qui a une empreinte carbone énorme quand on regarde l'empreinte carbone de l'agriculture. Donc, c'est intéressant qu'on puisse réduire cet usage grâce au digestat de méthanisation. En tout cas, c'est une externalité qui est extrêmement positive et mise en valeur. J'aimerais revenir du coup sur, alors plutôt d'un côté économique, sur la viabilité aujourd'hui de ce type de projet, puisque on le sait, depuis 2010, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, notamment le prix d'achat du gaz. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les business models, comment vous travaillez les business models, comment c'est impacté par ces coûts de production? Est-ce que vous, à l'AMF, vous avez ce rôle de conseil? Alors, on va dire qu'il y a 2 époques. Il y a la première époque qui a été le lancement de la méthanisation, avec un soutien de l'État, un soutien de ministères très fort, avec les 1000 méthaniseurs, avec toujours aussi cette vision de pouvoir apporter de la résilience dans les exploitations, faire énormément d'économies, notamment par rapport à tout ce qui était aspect engrais, mieux maîtriser, et aussi de conforter des exploitations, parce que lorsqu'on a un revenu extérieur, eh bien, qui est à peu près stable, ça permet de mieux faire évoluer son exploitation, sa production, parce qu'on est avant tout éleveur ou on est avant tout producteur de céréales. Et ce métier-là, eh bien, il faut le faire évoluer parce qu'on a des demandes de la part de du monde qui nous entoure qui sont de plus en plus exigeantes. Et si vous avez la capacité de pouvoir tirer une ligne droite sur 10 ans ou 15 ans, eh bien, vous êtes capable de le faire. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est le premier élément. Ensuite, cette méthanisation, elle a évolué. Et aujourd'hui, je vais être sincère, on est un peu à la croisée des chemins. On a aujourd'hui un seul mot d'ordre, il faut du gaz et le moins cher possible. Et moi, je m'inquiète parce qu'on ne pourra pas faire sur des exploitations agricoles un gaz à pas cher si on n'arrive pas à se faire rémunérer tout ce qui est aspect garantie d'origine, c'est-à-dire tout ce qui va être gaz à effet de serre qui vont être économisés par rapport à un gaz gris ou de l'électricité qui est verte par rapport à une électricité charbon. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on oublie, l'électricité qu'on achète aujourd'hui, elle vient principalement d'Allemagne, elle est faite au charbon ou au gaz quand on a des besoins importants. Donc là, on est vraiment dans des émissions de GES, de gaz à effet de serre, très importants. Donc, toute la stratégie de demain est de faire reconnaître, que ce soit dans la production de gaz ou d'électricité, sa valorisation économique de manière à ce qu'on sorte le problème du prix, uniquement le prix, des débats. Et pour ça, il faut que l'agriculteur soit directement, j'insiste bien sur ce terme, directement rémunéré et à hauteur. Et puis, on aura toute cette démarche aussi sur la résilience qui entoure notre exploitation. À titre personnel, c'est 1300 à 1500 tonnes de CO2 avec tout ce que j'ai fait, des haies que j'ai plantées, les lisiers frais qui passent directement dans la méta, des déchets qui viennent des industries qui sont à 5-10 km. Tout ça fait économiser 1500 tonnes de CO2. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai aucune valorisation sur ces 1500 tonnes, alors que c'est une action au bénéfice, on va dire, de l'environnement. Et tout le débat aujourd'hui
et de sortir notre énergie, notamment la méthanisation, uniquement du tarif, mais d'avoir la capacité d'avoir un tarif qui sera sans doute le plus proche possible du tarif marché, mais d'avoir toutes ces potentielles garanties d'origine, externalités, de valoriser. Parce que, et ça, au sein des exploitations. Parce que c'est important que l'agriculteur soit reconnu. Si l'agriculteur n'est pas reconnu, s'il n'a pas des valorisations, il n'y aura plus de méthanisation et encore une fois, la marge partira ailleurs. Je le dis aussi de manière très sincère, si je n'avais pas été méthaniseur, je ne suis pas sûr que je serais autour de cette table aujourd'hui, je serais sans doute plus éleveur. Parce que j'ai vécu 12 ans, 13 ans, 15 ans de crise de cochons à répétition. Et la méthanisation, ça m'a permis de consolider, mais aussi de véhiculer une image autour de moi, avec aussi ma diversification, mon ouverture. Et donc ça a permis, objectivement, que je sois bien dans ma tête, bien dans ma peau et bien dans mon porte-monnaie. Merci pour ce témoignage. Donc en effet, comme vous l'avez dit, je voulais rebondir sur ce point de la valeur finalement, la valeur qui est créée par le prix, mais aussi des externalités finalement, carbone. C'est des points qu'on retrouve dans l'agriculture quand on parle de biodiversité, de paiement pour services environnementaux par exemple. On va venir rémunérer l'agriculteur sur un prix, mais au-delà de ça, on va venir rémunérer aussi les services qu'il rend à l'environnement. C'est un peu ça le sujet aussi avec le biogaz. C'est évident. Mais, et puis, je pense qu'il y a vraiment à se mettre autour d'une table avec les énergéticiens, parce que, bon, bien sûr, ce sont eux qui sont de notre côté, et que l'État aussi soit conscient de nous demander de quitter un modèle pour passer à un autre modèle. Eh bien, OK. Mais il nous faut avoir une lisibilité. Et puis peut-être notamment, moi je suis cogénérateur, je produis de l'électricité, je produis de la chaleur. Peut-être que le modèle que l'on a aujourd'hui, et je le pense sincèrement, n'est plus tout à fait adapté. On sait que la cogénération, si on doit le faire en bassin céréalier, ça n'a pas d'intérêt ou peu. Parce que les réseaux, il n'y a pas peu de réseaux de chaleur, et les réseaux de chaleur, généralement, ils sont de ville, et donc on peut faire du gaz. Par contre, moi je vois tous ces éleveurs, et moi ça me fait vraiment, vraiment mal, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, parce qu'on n'a pas le tarif adéquat, on n'a plus la capacité à investir dans la cogénération. Quand je vois les éleveurs qui aujourd'hui achètent à 40 centimes leur kilowatt électrique, alors qu'on pourrait aller dans un système d'autoconsommation, de vente de surplus, et pour pouvoir sécuriser le coût de production de nos éleveurs, en même temps apporter aussi toute la valorisation des gaz à effet de serre, éviter les gestes, modifier les pratiques, aller vers des schémas, on va dire, plus vertueux. L'exemple, par exemple, moi, si je dois investir demain dans une porcherie d'engraissement, je la mettrai sur la paille. Alors ça peut paraître bizarre, mais oui, parce que par la méthanisation, j'ai une meilleure valorisation. Et donc finalement, c'est pas antagoniste. Voilà. Oui, ça permet de revoir les modèles. Voilà. Et donc d'avoir surtout un objectif de ne pas, ou à minima, impacter la ressource alimentaire, parce que n'oublions pas notre métier premier, c'est de produire de la nourriture saine, de qualité. Et un autre exemple, je pense que ceux qui sont en méthanisation, on a à peu près 4 à 5 fois plus, j'ai un collègue que je vois là, qui sont passés en bio par rapport à des gens en traditionnel. C'est-à-dire qu'on a, grâce à la méthanisation, on peut aussi faire évoluer nos pratiques au niveau de nos exploitations. Ok, très bien. En tout cas, je retiens, puisque c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir avec Martin, puisqu'on voit que finalement, les énergies permettent vraiment de repenser la stratégie de l'exploitation. Et c'est un vrai plus pour le coup. Très bien, merci. Donc, Monsieur Sergent, vous êtes également donc, éleveur en Bretagne, éleveur laitier et éleveur de porc. Vous avez une unité de méthanisation depuis 2015. Donc, même question, si vous avez un témoignage à nous apporter sur les bénéfices que vous pensez, vous, de la méthanisation à la ferme, je dirais. Alors, pour ce qui me concerne, en fait, c'est vrai que j'avais de la chance, de par mes responsabilités professionnelles, d'aller voir déjà depuis de nombreuses années un peu ce qui se passait dans les autres pays en Europe, et notamment dans le nord de l'Europe où j'avais découvert cette méthanisation, même si la méthanisation c'est vieux comme le monde, on n'a pas inventé, voilà, mais quand même. Donc ils étaient dans ces logiques-là déjà bien avant nous.
À l'époque, je comprenais aussi que, nous, la France, on était dans un pays très nucléaire et que les énergies renouvelables, c'était pas trop le sujet à l'époque. Mais pour autant, là, j'avais senti que vraiment que l'énergie était un sujet d'avenir et que l'agriculture avait quelque chose à faire valoir sur ce sujet-là. Et à partir de là, sur mon exploitation, entre la production laitière et porcine, je me suis dit, on doit pouvoir y arriver nous aussi, quoi. Et comme l'a bien dit Jean-Marc tout à l'heure, on avait quand même au tout début le problème de la valorisation de nos contrats. Voilà, parce que la méthanisation, c'est quand même des investissements à la base qui sont assez lourds. Et par rapport à ça, il nous faut un contrat qui se tienne pour avoir la rentabilité. Et là, on a vu quand même une évolution des contrats. Et quand j'ai vu que ça devenait intéressant, pourquoi j'y suis allé? Pour 2 raisons essentiellement. C'est que déjà, sans parler du volet économique, en Bretagne, on avait quand même le souci des nitrates, voilà, des excédents, comme le disait Jean-Marc. Et donc par rapport à ça, il fallait qu'on trouve des solutions intéressantes pour la profession, pour rentrer dans ces logiques de réduction des taux de nitrate dans l'eau. Et la deuxième chose, c'était aussi, je le sentais, le sujet des gaz à effet de serre, où, voilà, avec l'élevage, il faudra trouver des solutions pour le réduire. Et là, après, je me rappelle, on avait le ministre Stéphane Le Foll qui était très moteur à l'époque pour qu'on y aille. Et je me souviens de ce que je lui disais à l'époque aussi par rapport à notre Bretagne, c'est qu'en fait, pour rentrer dans la logique de la méthanisation, on avait des structures d'exploitation d'élevage très petites, trop petites. Et ça nous posait problème, à moins de se regrouper, à 2, à 3, à 4. Et en fait, moi, c'était déjà mon cas dans des logiques GAEC, on est déjà regroupés. Et c'est là que j'ai pu rentrer dans cette logique, donc pour les raisons environnementales que je vous ai citées. Et puis c'est vrai, quand on avait des contrats intéressants, quand on sait bien travailler aussi avec la méthanisation, parce que la méthanisation, c'est un autre élevage. Et il faut s'en occuper tous les jours. Et si on sait bien le faire, eh ben voilà, on voit aussi une rentabilité. Et c'était très intéressant par rapport à l'élevage que nous avons, parce que l'élevage, on a traversé quand même un peu la période du désert. Là, et donc, du coup, quand on pouvait avoir un à côté favorable, c'était intéressant aussi sur le volet économique. Très bien, merci. Vous êtes également président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Est-ce qu'avec votre casquette du coup de la Chambre d'agriculture, vous pouvez nous dire aujourd'hui comment comment vous accompagnez les agriculteurs, comment finalement cette nouvelle génération voit ce sujet? Alors, donc déjà au niveau des chambres d'agriculture, on s'est organisé avec justement l'association des méthaniseurs qui est aussi très active sur le terrain pour accompagner tous les projets que l'on a. Personnellement, moi, j'y crois beaucoup à cette logique de méthanisation. Par contre, dans le modèle, je ne sais pas exactement encore lequel sortira le mieux demain. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été confronté quand même directement à quelque chose d'un peu compliqué certains jours, où avec mes collègues agriculteurs, de suite est arrivé sur la table le sujet de la souveraineté alimentaire, dont on en parle beaucoup aujourd'hui, et puis de l'énergie. Voilà. Et me disant, l'un ne peut pas aller avec l'autre. Personnellement, je pense que c'est faux. On doit pouvoir assumer nos élevages et l'énergie doit venir en complément de cet élevage et pas contre l'élevage, comme on peut le voir quand même dans certains pays, notamment dans le nord de l'Europe. Mais sincèrement, je pense qu'on peut le faire de façon complémentaire. Et pour ça, la technique, c'est quoi? C'est déjà à partir de l'élevage que l'on a, on peut transformer l'ensemble des déchets qu'on a à l'échelle de l'exploitation, considérer que sur notre exploitation, la partie agronomie, là aussi par contre, dans mon cas, ça a été une révolution du système agronomique qui devient beaucoup plus vertueux aussi. Et donc je trouve que ça c'est très intéressant. Les cultures dédiées, parce que c'est ça le sujet polémique, je considère qu'on peut en mettre un peu. Voilà, parce que moi, mes grands-parents sur l'exploitation, ils avaient quand même à l'époque une partie aussi de leur sol agricole pour la partie énergétique. Donc moi, je le dis clairement, ça ne me gêne pas. Et par contre, bien sûr, avec l'élevage, quoi. Et quand on peut s'inscrire dans cette logique-là, là, on voit bien qu'on est quand même dans une boucle très vertueuse, quoi. Parce que dans la boucle, il y a aussi quand même cette notion, parce qu'à la sortie, il y a ce fameux digesta, qui est donc un engrais naturel, et qui est quand même, je le regrette, hyper intéressant. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe pour l'agriculture, quoi. De production productive. Voilà. Et c'est ça qui me passionne. Très bien, merci.
Donc, pour finir, peut-être côté Bretagne, je me suis souvenu, Jean-Marc, d'une petite enfin, c'est pas une anecdote, mais d'une donnée dont vous nous aviez parlé il y a quelques jours sur, on parlait de souveraineté énergétique, la production de biogaz en Bretagne versus vos importations de gaz russe. Je sais pas si vous avez en tête le ratio que vous nous aviez donné. Alors, c'est très simple. D'abord, sur les cultures, pour démystifier un petit peu le problème, on a donc avec la DREAL, donc les services de l'État, on remplit chaque année ce qu'on appelle notre bilan de fonctionnement. On est à 6% et demi de maïs en première culture qui rentre dans un méthaniseur sur les 180 méthaniseurs bretons. Donc, c'est pas 50%, c'est 6,5% qui représente 0,15% de la surface SAU sur la Bretagne. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, la Bretagne, sur son volume, alors là, notre fameuse péninsule bretonne, grosso modo, aujourd'hui, on fait plus de 50% du gaz qui était d'origine russe. Les projets qui sont en cours et qui vont naître là, être mis en activité dans les mois à venir, feront que fin mi-2024, on ne doit plus on aura remplacé la totalité du gaz russe sur le réseau breton. Et le tout avec 60-65% d'effluents d'élevage, 15% de cives, 10 ou 12% de déchets et 6% de culture principale. Donc c'est vraiment de la production locale. Et en même temps, sur l'électricité, aujourd'hui, on produit l'équivalent de la ville de Vannes et de la ville de Lorient, c'est-à-dire à peu près 120 000 habitants au niveau électrique, donc sur notre Bretagne, avec un autre atout qu'on ne met pas assez en avant, c'est qu'on est capable de produire quand on en a besoin. Et donc toujours dans la réflexion, moi, que je mets, c'est-à-dire qu'on est parti d'un tarif fixe avec des horaires fixes, avec des machins fixes et ainsi de suite, et uniquement le tarif. Ça fait partie aussi des choses, notamment la COGE, c'est de dire on produit quand on en a besoin. Parce que c'est la seule énergie stockable avec l'hydraulique que l'on peut gérer à l'instant T. Et donc tout ça, c'est une révolution aussi de palais un petit peu à faire, à condition que nos grands énergéticiens électriques, notamment EDF, ouvrent le débat. Et là est la plus grosse question. Très bien, merci pour cette belle illustration et cet appel du pied. Donc on a beaucoup parlé de biogaz donc avec vous, une autre énergie qui a d'importants potentiels de développement si on se réfère à la programmation pluriannuelle de l'énergie ou encore aux propos plus récents du président Macron à Belfort, c'est la production d'énergie solaire. Cette production devrait passer de 15-16 gigawatts en 2022 à plus de 100 gigawatts en 2050. Donc, qui dit production d'énergie solaire, dit finalement en France, dit une grande partie de ces projets redirigés plutôt vers des projets agrivoltaïques, puisque ça a été notamment l'objet de la loi dont on va parler tout de suite. Et du coup, j'en profite pour vous accueillir, monsieur le député, bonjour. Donc, monsieur Potier, vous êtes agriculteur et député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Je crois que le micro fonctionne, normalement, juste à parler. Donc l'agrivoltaïsme, alors pour peut-être ceux qui connaissent pas bien ce principe, c'est finalement la combinaison de la production agricole et de la production d'énergie, tout en maximisant les synergies entre ces deux types de production. Donc l'agrivoltaïsme a été intégré in extremis, je dirais, dans la loi accélération des énergies renouvelables. Cette loi qui, selon la FNSEA, est, du coup je cite, un texte équilibré et satisfaisant qui reconnaît le rôle incontournable du monde agricole dans la transition énergétique, tout en assurant un juste équilibre de cet enjeu avec la souveraineté alimentaire. Il contient des avancées essentielles, attendues de longue date par la profession, notamment sur l'agrivoltaïsme. Mais qui côté peut-être secteur de l'énergie, on pourra revenir, et je cite le CER qui émet des doutes notamment sur ce texte qui est censé être un texte de simplification, mais qui a peur de se retrouver avec des règles peut-être plus strictes qu'avant, notamment par la mise en place d'un certain nombre de garde-fous. Donc voilà un peu les deux visions côté énergie et côté agriculture. Donc monsieur le député, vous qui avez largement contribué à cette loi... Pas assez, mais...
Pardon ? Pas assez. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du coup sur les perspectives de développement de l'agrivoltaïsme en France ? Quels bénéfices, quels points de vigilance ? Comment vous avez appréhendé ce sujet dans la loi ? Merci pour l'invitation. Bonjour à tous et pardon du retard. Peut-être prendre un petit peu mettre un peu en perspective la place de l'agrivoltaïsme. J'ai écouté Jean-Marc, Martin avec beaucoup de plaisir. Moi, depuis le début, alors comme paysan, comme responsable d'une communauté de communes, puis comme député depuis maintenant une dizaine d'années, je suis convaincu que les questions d'énergie, c'est d'abord une question de sobriété. Je pense qu'il faut quand même que quelqu'un le dise ici, et y compris pour le monde agricole. Les enjeux de gaz, d'émissions à effet de serre, les questions de protoxyde d'azote qui aujourd'hui sont très prégnants dans le débat public, sont des questions qui sont devant nous. Les questions de coûts de mécanisation, les coûts de machin. Donc d'abord, la première question, énergie pour l'agriculture, sinon on est dans un leurre, on est dans de la propagande, dans du greenwashing, c'est la sobriété. Quels sont les systèmes agricoles qui sont les plus sobres en matière d'énergie? Autrement dit, quels sont ceux qui, à coût carbone égal, produisent le plus de calories alimentaires? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est ça la grande question. Le reste, c'est presque pas grand-chose. C'est pas grand-chose quand même, on va en parler. Oui, on peut, à partir de nos effluents, et d'abord à partir de nos effluents, faire du gaz. Mais je suis très méfiant sur les dérives qu'on obtient, malgré les médianes, cher Jean-Marc, ou les moyennes qui tendent à dire que tout va bien. On a un phénomène exponentiel de modèles de méthaniseurs qui sont à peine contrôlés depuis quelque temps par la loi et un peu mieux contrôlés, qui suscitaient de l'accaparement des terres, qui avaient une vision des cives, des cultures intermédiaires, qui était pour le moins aléatoire. Et puis l'absence de contrôle faisait qu'on avait des dérives à tous les étages. Ces dérives-là, elles ont des conséquences agronomiques, elles ont des conséquences sur le marché foncier, et le bénéfice écologique et bilan carbone peut être tout à fait discutable. Donc il y a une bonne méthanisation, il y a une mauvaise méthanisation. Ajouter dans la loi la capacité à mieux reconnaître, peut-être par un tarif différencié ou une fiscalité différenciée, ce qui n'est pas vraiment de la méthanisation, mais qui est la récupération des gaz de fosse alisiers. Il y en a 70 000 porcines et bovines. Il y a des modèles qui existent, des technologies qui existent. C'est peu capitalistique, ça produit peu d'énergie, mais le bilan carbone est loin d'être inintéressant. Et j'ai au moins introduit, en vue de la programmation plurielle de l'énergie, de dire il y a la bonne méta telle que vous la défendez aujourd'hui avec beaucoup de talent, ce qui ne doit pas cacher les dérives qu'on doit contrôler et combattre ensemble. Et puis il y a une méthanisation de récupération contre le gaspillage, protoxyde d'azote et CH4, on le sait, qu'on pourrait récupérer et transformer un peu en électricité, pourquoi pas en chaleur, quand il y a une opportunité. Je voulais redire ça parce que la sobriété, la lutte contre les gaspillages est la première approche que nous devons avoir. Après, sur la question d'éolien, mais surtout de photovoltaïque. On pourrait même se dire que la loi ENR, c'était essentiellement une loi pour rattraper notre retard dans les ENR et dans l'éolien. Et on aurait pu s'inspirer des dérives ou des désordres qu'on a observés dans la méthanisation. Et en tout cas, nous, on en a tiré quelques enseignements. L'enjeu principal en matière d'énergie, au-delà de la sobriété, c'est de bien partager le sol entre les fonctions alimentaires et les autres fonctions, et éventuellement de les combiner intelligemment. Et d'autre part, de partager la valeur. Moi, je veux bien qu'on se batte pour le partage de la valeur au bénéfice de paysans, mais il faut me dire quel paysan, quelle est la part de la propriété, quelle est la part du travail et combien de paysans sur l'ensemble des paysans. C'est ça le vrai sujet. Sinon, on se raconte des histoires. Et les énergéticiens savent raconter des histoires. Alors, on va passer peut-être demain à 100 000 hectares de photovoltaïque. La première question qu'on a posée dans la loi, c'est la question de la planification. Ces 100 000 hectares, je vais vous donner un seul chiffre. Il y a aujourd'hui dans notre pays 500 000 hectares de zones d'activité, qui sont des sols anthropisés, artificialisés, zones commerciales, zones artisanales, zones industrielles. Sur ces zones d'activité, si on en utilisait simplement 20% pour produire du photovoltaïque, de la géothermie, récupération de chaleur, etc. et tout, on a peut-être ce qu'on attend aujourd'hui dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je ne parle même pas des toitures individuelles et je ne parle pas des friches polluées qu'on peut récupérer et remédier ainsi. Donc d'abord faire l'inventaire de tous les potentiels de production en dehors du sol. Et deuxièmement, sur le sol, ça a été notre démarche, interdire le PV au sol sur les sols agricoles. On a même mis une norme que j'ai proposée qui était, si un sol, à la date d'adoption de la loi, c'est-à-dire maintenant, a eu de la politique agricole commune, des aides de la PAC depuis moins de 10 ans, il est exclu de tout débat sur le PV au sol. Pour éviter tout phénomène d'opportunisme qui dirait qu'aujourd'hui,
je renonce aux ZPAC pour faire du PV au sol. Quand on produit du PV au sol, c'était l'attente de grands énergéticiens, c'était leur rêve, c'était de dérouler des panneaux photovoltaïques. C'est relativement performant. Ça permet de produire à bas coût, ça permet de remporter les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie et ça nous permet d'être compétitifs sur le marché. Mais c'était une concurrence directe sur les productions alimentaires et c'était un risque de déréguler massivement un marché agricole qui l'est déjà pas mal. Donc c'est créer un marché des ENR avec des tarifs qui sont sidérants par rapport à ce qu'est la réalité du revenu agricole. Donc c'était un danger massif. Donc le PV au sol, on a dit d'abord sur les zones artificialisées et ensuite sur des zones dites incultes. Et la définition des zones incultes, ça reste un travail qu'il nous faut approfondir ensemble parce que le diable est parfois dans les détails. Il restait l'agrivoltaïsme, qui était votre question. Mais vous voyez, il y avait besoin de faire un entonnoir et d'arriver à l'agrivoltaïsme. En effet, juste, si je peux me permettre, pour que tout le monde comprenne bien, par PV au sol, on entend photovoltaïque au sol, en perdant du coup la vocation agricole du sol. Et là, on va parler de l'agrivoltaïsme. Le PV au sol en France, c'est non. C'est clair, il n'y aura pas de PV au sol en France. On y a travaillé, ça a été un combat dans la loi. Il y avait beaucoup de lobbies qui travaillaient dans l'autre sens. On a dit qu'il n'y a pas de PV au sol, il y a assez de place sur les zones artificialisées et sur les toitures, etc. Et les zones d'activité, tout ce que j'ai dit. Bon. Après, il y a des terrains cultes et là, on peut réfléchir. Autre sujet, il faut bien les distinguer, c'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est produire en même temps de l'alimentation et de l'énergie. Et sur ces projets-là, alors il y a toutes sortes de technologies, ce n'est pas le sujet d'approfondir ici, mais on a mis deux garde-fous. La première garde-fou, c'est la définition de l'ADEME qui a été travaillée au Sénat et retravaillée au Parlement, qui dit que l'équilibre entre la production alimentaire, agricole et la production d'énergie doit être vérifié, contrôlé, etc. Donc on ne doit pas avoir de l'agrivoltaïsme alibi qui prennent prétexte de 3 moutons, une vache à l'hectare, etc. pour justifier que, etc. Donc c'est vraiment une production agricole dans l'arbo, dans la volaille, dans l'élevage de ruminants, pourquoi pas, etc. Et pourquoi pas dans d'autres productions maraîchères, etc. Bref, c'est certainement limité à certains écosystèmes, certains types de production agricole, mais il y a une place pour cet agrivoltaïsme. J'ai posé, et je suis heureux de l'avoir fait, un amendement qui prévoit un décret. Donc un décret, c'est un temps de réflexion que je donne au gouvernement. J'ai suggéré une mission du ministère de l'Agriculture, parce que ce n'est pas une question d'énergie, c'est une question du ministère de l'Agriculture, pour qu'on regarde l'impact sur le partage de la valeur. En effet, les multinationales de l'énergie, notamment, aujourd'hui dans une compétition au sol, sont capables de créer des baux amphithéotiques, donc des baux de très longue durée, qui de fait sont un transfert de propriété entre le monde paysan et le monde de l'énergie. Et puis on a des tarifs qui sont assez sidérants. Moi je vais le dire sans démagogie par rapport au monde agricole, même au salon de l'agriculture. Quand vous avez une rente foncière qui est générée par l'agrivoltaïsme ou le PV au sol, qui est supérieure au bénéfice de l'impôt sur l'énergie qui va être payé pour l'ensemble de nos concitoyens, ça s'appelle un scandale. Quand vous mettez 100 hectares sur un territoire de 100 000 habitants, c'est le territoire dont je suis député, 100 hectares sur 100 000 habitants, ça va générer potentiellement pour 10 propriétaires, à 10 hectares chacun, 30 000 € de rente sans rien faire, alors que l'ensemble des concitoyens sur l'impôt énergie vont bénéficier territorialement de 3 € par habitant. Ça, j'ai dit 100 fois dans l'hémicycle, je le redis ici sur votre studio, ça ne peut pas durer. Donc la mission, elle vise à dire comment est-ce qu'on protège le monde agricole avec une logique de droit du fermage, c'est-à-dire de rendement du capital qui est établi publiquement et qui n'est pas une loi du marché. Comment est-ce qu'on protège la maîtrise génération après génération que les terres restent des terres agricoles à vocation agricole pilotées par des paysans et comment est-ce qu'on organise tant au niveau du territoire qu'au sein de la profession agricole le partage de la valeur des énergies renouvelables. Sinon vous aurez 1% des paysans qui vont toucher le jackpot et tous les autres qui vont pleurer parce que le foncier aura monté de façon tout à fait artificielle. Très bien, merci. Merci pour ces informations. Et peut-être une dernière question. Justement, vous parliez de garde-fous. Est-ce que cette compétence, elle va être déléguée au département? Enfin, comment vous voyez la suite finalement pour la mise en application? Je crois au couple État-communauté de communes, ou groupement de communautés de communes. C'est-à-dire que les territoires aujourd'hui sont des territoires intercommunaux. Et je regrette vivement que sur pression du Sénat et de manière, je crois, très démagogique, il faut le dire, on ait remis la commune comme planificateur des zones où on peut faire de l'agrivoltaïsme, de l'éolien, etc. C'est évidemment dans des schémas de cohérence territoriaux, intercommunal que nous devons déterminer les sols qui ont une vocation à produire de l'énergie et ceux qui n'ont pas vocation à produire de l'énergie. Et d'autre part, le contrôle, ça va être essentiellement un contrôle de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Donc l'État doit se doter de moyens de contrôle.
pour la méthanisation, j'avais suggéré qu'on prenne le modèle de la bio, comme paysan bio, je trouvais que ça marchait bien. C'est-à-dire l'État n'envoie pas des fonctionnaires pour contrôler que quand c'est bio, c'est bio. Il confie à des certificateurs qu'il certifie lui-même la mission de faire le boulot et ça marche bien. Et bien pour l'énergie, je milite vraiment qu'à tous les étages, agrivoltaïsme et méthanisation, on ait des certificateurs qui nous garantissent l'origine et le bilan carbone et le respect des règlements pour que cette énergie soit durable, acceptable par la société. Il faut qu'il y ait un partage des sols, un partage de la valeur et que sécurité alimentaire et sécurité énergie ne s'opposent pas. Ça s'appelle du contrôle, ça s'appelle la loi et la loi n'existe pas si elle n'est pas contrôlée. Les certificateurs privés le font très bien, ça a un coût, mais il y a un coût 1000 fois plus important à ne pas contrôler. Très bien, merci. Bien sûr. Sur 2 éléments. Donc, nous les premiers, on a été acteurs par rapport à la définition de la nouvelle loi vis-à-vis des cives, avec des dates qui soient définies. Monsieur Potier, pour votre information, par exemple, je viens d'interroger l'administration bretonne pour savoir quelle était la date qui était mise en application et surtout leurs moyens de contrôle. On sait pertinemment que ce n'est pas parce qu'il y a une majorité font bien, on en a quelques-uns qui ne font pas bien. Et donc, nous, professionnels, on demande à ce qu'il y ait des moyens de contrôle qui soient vraiment mis en place. Et le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, je suis à 100% d'accord avec vous, sur ce qu'on appelle la durabilité. Et moi, je pousse aujourd'hui un maximum de nos collègues à rentrer dans toutes ces actions. Alors, on appelle ça la RED 2, ça va être la RED 3, ça va être toutes ces déclinaisons, mais qui font qu'on a un organisme certificateur qui va venir vérifier que la parcelle n'a pas été retournée depuis 5 ans en prairie pour mettre du maïs, que ce n'est pas de la première culture qui va être pénalisée, et ainsi de suite. Et donc, cette notion-là de certification, de durabilité, nous, au niveau de l'AMF, on a énormément travaillé là-dessus avec France Gaz Renouvelable. On a un organisme aujourd'hui qui s'appelle DBS. On voudrait que ça aille vite, le plus vite possible, et que ça touche un maximum de méthaniseurs. Mais en face, il faut que l'État nous donne aussi la juste rétribution quand on fait bien, et bien qu'on bénéficie des garanties d'origine et non pas les énergéticiens comme aujourd'hui. Voilà. Donc, donnant, on y va. Moi, je suis à 200%. Merci, merci. Il y a une loi de rattrapage pour ça, c'est la loi d'orientation et d'avenir agricole. Elle doit parler installation, partage des terres, etc. Elle pourrait aussi parler partage de la valeur dans les énergies renouvelables et porter ces questions que la loi énergie renouvelable n'a pas pu préciser. Eh bien, on a une clause de revoyure avec la loi d'orientation agricole. En tout cas, c'est ce que nous demandons au ministre et je suis heureux que vous soyez à nos côtés en ce sens. Très bien, merci. Je vais maintenant donner la parole à Martin Lechénet. Donc Martin, vous êtes, vous travaillez sur les sujets agrivoltaïques pour l'Alliance BFC. Donc là, on va, grâce à votre témoignage, on aura une vision assez concrète de ce qui peut être mis en place. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est l'Alliance BFC et vous êtes, comment vous travaillez ce sujet finalement de l'agrivoltaïsme, comment vous êtes arrivé à travailler sur ce sujet, les intérêts que vous y voyez pour le monde agricole. Merci Camille. Bon, déjà, moi j'ai envie de dire que je suis très content d'intervenir en dernier parce que je me rends compte qu'il y a déjà eu un joli tableau des enjeux mais aussi des risques qu'il y a autour des agri-énergies. Nous, l'Alliance BFC, on est une union de 3 coopératives agricoles de Bourgogne-Franche-Comté et c'est vrai que ces sujets très vite, mais en fait, il faut remettre les choses au centre. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait plus assez le lien entre la production agricole et l'alimentation. Et c'est ça qu'il faut remettre au centre de la table. On est dans un contexte de changement climatique, avec une instabilité des productions de plus en plus importante. On y assiste chaque année. Donc une instabilité du revenu de nos agriculteurs et donc derrière une forme d'insécurité alimentaire qui en découle. Donc finalement, redonner une vision long terme à un agriculteur à 15, à 20 ans ou à 30 ans, c'est renforcer l'agriculture et donc c'est contribuer aussi directement à la sécurité alimentaire française. Quand on a attaqué ce sujet-là, j'ai envie de dire, on a rencontré pas mal d'énergéticiens. Je parle de l'agrivoltaïsme. Et en effet, il y en a qui avaient des visions très différentes. Et des visions, parfois, nous, qu'on jugeait dangereuses. Faire du photovoltaïque au sol, exclure complètement l'agriculture, c'est très dangereux et c'est pas du tout ce qu'on veut quand on est une coopérative agricole. Donc derrière, on a essayé de bâtir une sorte de modèle, mais on l'a fait de manière concertée. Je pense qu'un point important, territoire, tout doit se raisonner au niveau systémique. Il y a plein d'acteurs, il y a plein d'enjeux, on ne peut pas le faire chacun dans son coin. Donc on a commencé par déjà, avec l'administration, se concerter
essayer de comprendre comment on peut relocaliser la production alimentaire, mais aussi la production d'énergie. Ça veut dire rapprocher la production de la consommation. Et si on est dans cette philosophie-là, je pense que c'est déjà un bon point. Ensuite, derrière, c'est se dire, un agriculteur qui est en bonne santé économique, vous l'avez dit Jean-Marc, c'est un agriculteur qui peut avoir des projets, évoluer, notamment dans son bilan carbone, sur son impact environnemental, développer de nouvelles filières. C'est un agriculteur qui est dans une forme de dynamique. C'est aussi favoriser la reprise des exploitations. Ça, c'est un point important aujourd'hui. Quand on est jeune et qu'on s'installe, si on arrive à la banque et qu'on dit qu'on a 25 ans devant soi, où il y a une partie du revenu sous forme d'énergie qui est sécurisée sur l'exploitation, c'est important derrière pour des projets d'installation. Donc ce qu'on a fait, c'est que cette philosophie autour de l'agri-photovoltaïsme, on l'a bâtie sur 3 piliers. Il y a le TCD, T pour technologie, C pour collectif et D pour démonstration. Et je pense que ça, c'est les 3 piliers de la valeur. Technologie, c'est se dire, oui, du photovoltaïque au sol, c'est des tables qu'on met par terre, on les resserre au maximum pour produire le maximum à l'hectare, on met 4 moutons dessous, et ça c'est pas de l'agrivoltaïsme. Avoir une technologie à 5,50 m de haut, 27 mètres d'écartement pour permettre le passage du matériel et l'exploitation agricole, c'est déjà une façon, on va dire, d'intégrer l'agriculture et l'agriculteur. Et après se dire, ces panneaux, je vais essayer de faire en sorte qu'ils rendent le maximum de service à l'agriculture, la protéger directement par rapport à des coups de froid tardifs, par rapport à des coups de chaud, par rapport à de la brûlure qu'on a directement. Moi, je pense à un maraîcher qui fait partie d'un groupe qui dit moi, si je veux proposer un panier diversifié aujourd'hui à mes clients, j'ai des légumes qui affectionnent plutôt l'ombrage. Aujourd'hui, je ne peux plus les faire parce que j'ai des problèmes de brûlure. D'avoir des milieux comme ça différenciés sur une petite partie de son exploitation, c'est aussi un moyen de garder de la diversité. Et c'est vraiment dans cette logique-là qu'on travaille. Le deuxième point, c'est le côté collectif. C'est se dire, nos partenaires, c'est des gens qui sont prêts à... Aujourd'hui, le gros problème, c'est le raccordement, je pense, en agrivoltaïsme. C'est se dire, on va créer un poste source, donc un point de raccordement dédié à un projet collectif de 15-20 agriculteurs qui eux-mêmes vont avoir une petite surface. Donc ça répartit aussi la valeur entre les agriculteurs. Ça crée quelque chose, ça crée une dynamique collective sur un territoire, même au niveau technique, il y a une forme d'animation un peu transversale à faire. Et puis surtout, ça donne une forme de latitude. Je pense à l'acceptation aussi par la population locale qui doit être impliquée dans ces projets-là. Quand on est sur un projet collectif, si finalement il y a une parcelle qui est vis-à-vis des riverains visible, parce que quand on a des panneaux en face de chez soi, tout le monde n'apprécie pas forcément d'avoir des panneaux en vue de sa fenêtre. Et l'idée, c'est de dire, comme on est en collectif, qu'on raisonne sur une moyenne de distance à un poste source pour limiter les coûts de raccordement, on peut pousser la parcelle un peu plus loin dans une zone où elle ne va pas impacter parce qu'il y a d'autres parcelles dans le projet qui sont plus proches du poste. Et finalement, de raisonner comme ça en collectif, ça donne une forme de latitude pour faire les choses correctement dès le départ. Et je pense que vous avez raison, on est parti sur des baux de longue durée. À la fois, c'est bien la longue durée pour sécuriser sur le long terme, mais en même temps, il faut faire les choses bien dès le début. Parce qu'une connerie, on va la payer longtemps. Le dernier point, c'est la partie démonstration. Et ça, je pense que c'est incontournable. Venant du monde scientifique moi-même, je pense qu'on doit être humble par rapport à ça. C'est quelque chose de nouveau. On n'arrive pas avec la solution clé en main. Il faut que tous ensemble, on réfléchisse à faire évoluer. Donc, les démonstrateurs qui ont été mis en place, ils sont très basiques sur leur fonctionnement. C'est une partie avec panneau, une partie témoin sans panneau. Mais surtout, la grosse force, c'est qu'ils sont en boucle de progrès. Ça veut dire qu'on va délibérément tester des choses pour se planter et essayer de trouver des alternatives pour progresser. Avec toujours cette philosophie d'aller au service de l'agriculture. Et puis enfin, je terminerai sur un dernier point, c'est quand on a un raisonnement, il faut qu'il soit global. Quand je mets des panneaux et que je produis presque 1 mégawatt de l'hectare en ayant une culture en dessous, parce que j'ai tout fait pour que l'agriculture soit le premier point dans le projet, c'est se dire, c'est quoi la part des cultures qui sont déjà aujourd'hui dédié à la production d'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un raisonnement, se dire ce qui est produit en électricité, dessous je produis une culture à vocation alimentaire, soit pour l'alimentation humaine, soit pour l'alimentation animale. Donc c'est autant de surface qui étaient 100% dédiées à la production d'énergie que je peux redonner à la production alimentaire. Et donc rentrer dans cette logique de souveraineté alimentaire, d'autonomie française autour de l'alimentation. Super, merci. Merci beaucoup pour cette illustration très, très concrète. Peut-être aussi sur le rôle finalement que joue l'Alliance BFC, donc l'Alliance des coopératives dans le développement de ces agri-énergies et surtout comment le rôle de cette Alliance de coopératives a été revu pour adresser cet enjeu des énergies renouvelables. Finalement, quel partage de la valeur vous proposez? Si vous pouvez nous faire une petite explication assez rapide sur ce point.
Oui, ça c'est un point très important. Je pense qu'il y a, enfin, je vais reprendre les mots de notre directeur dit toujours ça, il faut qu'on reste maître de notre outil de production d'énergie en région. Ça veut dire que si jamais on finance des structures agrivoltaïques sans des exploitations et que demain, finalement, on n'a pas voix au chapitre par rapport à ces structures-là, bah, finalement, on a relocalisé la production, mais on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on n'est pas maître de notre outil de production d'énergie. Donc de base, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas politisé notre approche. Ça veut dire que finalement, tout le monde adhère plutôt bien, je pense, en Bourgogne-Franche-Comté à cette approche-là, c'est se dire il faut qu'au moins à 50%, les partenaires financiers régionaux et les agriculteurs, puisqu'ils peuvent aussi monter au capital de ces structures-là, et ben, 51% pour être... Après, ça dépend de comment on monte le truc, mais voilà, d'être en tout cas majoritaire dans le portage financier de ces projets-là et d'avoir des sources de financement qui sont régionales. D'une part parce que ça peut permettre à certains agriculteurs qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir de l'agri-PV sur leur exploitation parce qu'ils sont trop éloignés de postes sources par exemple, de monter au capital de ces structures-là et de bénéficier du retour financier. C'est ça la logique aussi coopérative, c'est qu'il n'y a pas d'agriculteurs qui sont exclus de la démarche finalement. Il y a ceux qui pourront avoir de l'agri-PV et il y a ceux qui pourront y participer via leur coopérative. Très bien. Oui, allez-y rapidement. Par rapport à tous ces sujets-là, il y a peut-être quelque chose qu'on a moins évoqué, c'est la notion, quelque part quand même, de territorialiser les choses. Parce que sur les deux sujets, quand on parle de l'agrivoltaïsme, nous en Bretagne par exemple, on est très réservé dans le sens où on a déjà aussi beaucoup de zones artificialisées, en plus de celles que le député parlait très bien. Nous aussi, on a énormément de bâtiments d'élevage. Et donc, il y a une évidence là déjà par rapport à ça. Après, quand on parle du biogaz et de la méthanisation, nous, bon, certes, on subit aussi le changement climatique chez nous. Hein. Par contre, on a aussi cette chance d'avoir un climat très favorable aux productions végétales intermédiaires, notamment entre deux cultures, que d'autres de mes collègues ne peuvent pas faire dans d'autres régions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même regarder aussi un peu territoire par territoire comment on fait. Merci. Je vais rajouter un autre élément, c'est de le faire aussi avec son environnement. Moi, par exemple, je chauffe mes voisins. Là, on est parti sur la champignon, un projet donc, de photovoltaïque sur le toit. On va le faire en autoconsommation avec les voisins. Et donc, intégrer notre agriculture aussi dans son environnement de proximité. Et ça permettra d'avoir des échanges, une reconnaissance et une connaissance surtout des uns vis-à-vis des autres. Et là, l'agriculteur peut être le pivot du développement territorial et doit être le pivot du développement territorial. Quand je propose à mes voisins de rentrer dans le projet d'autoconsommation, ah bah oui, Jean-Marc, on ne le ferait pas tout seul, mais au moins comme ça, on partage. Voilà. Et donc ça facilite beaucoup de choses et on se comprend mieux parce que n'oublions pas aussi que l'agriculteur est souvent un mal compris ou un mécompris. Merci. Si je peux me permettre juste de réagir, je trouve ça super. Je pense que si on parle d'énergie verte, on parle forcément d'un mix de sources d'énergie parce qu'on a quelque chose qui est alternatif. Donc si on veut sécuriser l'approvisionnement électrique, ça passera forcément par une diversité de sources de production. Je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, je fais de la méthanisation individuelle. C'est quelque chose qui est aussi poussé dans les solutions qu'on propose. Eh ben, je fais de la cogénération, donc je produis de l'électricité. Donc je m'injecte sur le réseau électrique. Je fais de la méthanisation collective, je produis du gaz qui est directement injecté dans le réseau de gaz. Mais la méthanisation collective, là dont je vous parle, elle produit aussi du CO2. Ce CO2, on peut faire de la méthanation pour refaire du méthane qu'on va réinjecter dans la canalisation de gaz. Mais pour faire ce méthane, il faut récupérer de l'hydrogène qu'on peut produire par de l'énergie issue des panneaux lorsqu'on est en surproduction. Donc on voit déjà tout de suite les couplages territoriaux qu'il peut avoir à avoir un mix énergétique. En fait, c'est cette logique vraiment territoire qu'il faut avoir dès le début. Merci à tous. Ça va me permettre de conclure très rapidement sur ce point. Donc, notamment là, le point qui vient d'être évoqué sur l'intérêt d'avoir un prisme territorial, je dirais, pour tous ces projets et tous les cercles vertueux qu'on peut déjà envisager. C'est vraiment un point important à garder en tête. Donc, je voulais bien revenir là-dessus. Ce qui va induire forcément aussi une amélioration de l'acceptabilité des projets, puisqu'on
qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand on parle ENR, on parle évidemment acceptabilité des projets et parfois opposition dans les territoires. Mais on peut imaginer que plus les schémas vont être vertueux, plus on va démontrer que voilà, je chauffe mes voisins, qu'ils peuvent être peut-être même actionnaires du projet, etc. Et donc ça va faciliter le développement de ces projets. Vraiment penser dynamique locale. Et puis si on revient rapidement sur la valeur, donc on a parlé du prix, mais on a parlé surtout en fait des externalités qui peuvent permettre de rémunérer donc le fait qu'on va réduire les gaz à effet de serre, voilà, dans cette logique toujours paiement pour services finalement environnementaux, pour les externalités que ce type de projet va rendre. Et on fait un point sur tous les travaux de R&D en cours qui sont nécessaires, essentiels pour s'assurer d'aller dans le bon sens. Je pense que ça a aussi été le maître mot, de développer les bons projets, des projets vertueux et vertueux, notamment pour le monde agricole, en tout cas que ce ne soit pas l'oublié du développement de ces projets, mais qu'on ait un vrai rôle à jouer en tant que monde agricole. Et c'était aussi, je me permets de revenir parce que je n'avais pas réussi à rebondir, mais c'était intéressant pour nous de vous faire témoigner. Donc en tant que InVivo, Union de coopératives, c'est intéressant d'avoir aujourd'hui le témoignage de l'Alliance BFC, parce qu'en fait les coopératives revoient leur modèle d'organisation aujourd'hui, toujours pour apporter plus de services aux adhérents, et c'est du coup très intéressant. Et donc ce monde coopératif finalement continue à jouer son rôle d'investir, de massifier, de prendre des risques en commun pour les agriculteurs, et voilà, c'était très important pour nous de le souligner. Donc voilà, on arrive à la fin de cette table ronde. Je vais remercier à nouveau du coup tous nos intervenants. Donc Monsieur Sergent, merci. Monsieur Ono, merci. Monsieur Brunel, Monsieur Le Chenet, Monsieur Potier, merci d'avoir échangé avec nous, et bon salon à tous.